Alors bonjour, Bonjour. Jean-Yves Rochex. Merci d'avoir accepté cet entretien. L'idée est de partager avec toi un moment sur tes travaux et aussi discuter des problématiques de recherche en sciences de l'éducation et de la formation afin de montrer aux étudiants et puis à ceux qui se destinent à la recherche ce milieu. Parce qu'ils rencontrent des auteurs comme on appelle ça, dans des livres. Et donc, c'est des écrits un petit peu expurgés de tout ce qui fait la dynamique de la recherche. Et donner la parole aux chercheurs, c'est aussi les faire parler sur les choix des objets de recherche et sur ces choses-là. Donc, je vais d'abord... oui ? Non, pas de problème. Donc j'ai sélectionné un certain nombre de questions qui résonnaient aussi avec mes propres préoccupations et que je trouve très, très intéressantes pour cette discussion que j'espère trouvera un accueil de la part des gens qui vont donc avoir accès à cet entretien. Et puis je remercie aussi Madame Lespezaille et le centre qui nous accueille depuis un moment, puisque c'est un cycle de rencontres. Je vais commencer par une question qui me paraît cruciale un peu dans le champ de la recherche, pas uniquement dans le domaine des sciences de l'éducation et de la formation, c'est la responsabilité du chercheur. Alors voilà, si l'exercice de la critique me paraît un petit peu nécessaire pour toute action, puisque l'action aussi au préalable, elle est de nature politique, je comprends mal la position d'un penseur français, Bourdieu, qui a refusé d'assigner à la sociologie une mission politique. Alors je vais resituer un petit peu le propos de l'auteur. Dans le même temps, il va dire « Ceux qui ont la chance de pouvoir consacrer leur vie à l'étude du monde social ne peuvent rester neutres et indifférents à l'écart des luttes dans l'avenir de ce monde et l'enjeu. » Donc on sait aujourd'hui que notre monde il est parcouru par différentes crispations et comment un chercheur peut-il ne pas rester neutre et en même temps qu'il n'y ait pas une connotation politique derrière son travail et son action. Alors, c'est une question qui engage déjà à réfléchir sur ce que notre activité de recherche doit à autre chose qu'elle-même. Les raisons, que la raison ne connaît pas toujours d'ailleurs, qui font qu'on travaille comme on travaille, qu'on choisit tel ou tel objet de recherche et qu'on est plus ou moins sensible à des questions sociales, politiques ou autres. Alors, chez Bourdieu, je trouve que c'est plus compliqué parce que d'une phase à l'autre du travail de Bourdieu, c'est pas exactement la même chose. Et Bourdieu pourrait dire que la sociologie n'a pas une fonction politique, tout en disant que le sociologue peut en avoir une. Et il ne s'est pas gêné pour l'avoir. Parfois. Dans les premières décennies de son travail, il s'en défendait. On voit bien qu'il y a un basculement avec la misère du monde. Et je reviendrai sur cet ouvrage qui est tout à fait passionnant et intéressant. Et puis après, il a pris des positions publiques de soutien du mouvement des chômeurs, de choses comme ça. Donc, on pourrait dire d'une certaine manière que si même, je ne suis pas sûr qu'il aurait maintenu cette formulation, la sociologie n'a pas de fonction politique, mais ce qui est clair, c'est qu'en tant que sociologue, il a joué un rôle politique. Y compris, il avait soutenu pendant un temps les velléités de candidature de Coluche à la présidentielle. Donc, il y a des choses comme ça. Donc c'est compliqué chez Bourdieu, mais c'est normal, parce qu'un auteur aussi important que ça, aussi qui a travaillé pendant tellement longtemps, c'est normal qu'il y ait des évolutions. On en trouverait chez Piaget, chez Vallon, enfin chez des gens qui travaillent longtemps, voire même chez des gens qui ne travaillent pas longtemps. Alors, ce que je trouve intéressant chez Bourdieu, il y a deux choses. Il y a la fonction critique, je crois qu'à la sociologie chez Bourdieu, mais je pense qu'à la science de manière générale, la science sociale en particulier, mais pas simplement, c'est une fonction critique, c'est-à-dire de montrer que l'état des choses, les temps, enfin, ce qui existe, est habité. Enfin, d'une part, est une construction, c'est pas quelque chose
de faits naturels, au moins pour ce qui est les sciences sociales, et que c'est habité par des possibles différents. Et que donc, il y a... Alors ça, je reviendrai sur possibles différents. Donc on voit bien que chez Bourdieu, très vite, il y a une fonction où, très spinoziste, il se revendique de Spinoza explicitement, donc c'est pas lui faire l'insulte, en plus, spinoziste de mon d'esprit, c'est plutôt un compliment, de dire, voilà, la fonction de dévoilement, de mise au jour des processus de production de ce qui est une possibilité d'agir pour faire que ce qui est soit autre que ce qu'il est. Donc chez Bourdieu, il y a cette fonction-là qui est très très importante, qu'il revendique même en fonction politique. Si on relit la 4e de couverture de La misère du monde, grosso modo, il dit, il faudrait la relire, je ne l'ai pas appris par cœur évidemment, mais il dit, voilà, si les politiques écoutaient mieux les sociologues, ils agiraient de manière plus pertinente ou moins... Ce qui est donné aux sociologues un rôle... peut-être la politique au-delà même de leur fonction de mise au jour de ces mécanismes. Et Bourdieu n'est pas exempt de ça, c'est-à-dire de l'idée que la sociologie ou le sociologue pourrait avoir une sorte de rôle démiurgique, voilà, où la mise au jour des mécanismes suffirait à ce que les mécanismes se transforment, ce qui est malheureusement un peu plus compliqué. Voilà. Mais en attendant, voilà, cette fonction critique, c'est effectivement... qui est lié à une sensibilité politique, ce que Bourdieu revendique explicitement. Récemment a été réédité le bouquin, l'article qu'il avait fait avec Luc Boltanski, qui doit s'appeler, je ne sais plus ce qui est insupportable, enfin, comment supporter l'insupportable ou des choses comme ça. On voit bien que l'itinéraire propre de Bourdieu, ses motivations pour faire non seulement de la sociologie, mais la sociologie qu'il fait, sont liées à un itinéraire biographique de transfuge de classe, enfin, toutes ces choses qu'on connaît bien, enfin, qu'on connaît bien parce qu'il les a dites, qu'il les a écrites, et que d'autres, sociologues ou pas, ont pu mettre en œuvre aussi. Alors, il y a une question qui est plus compliquée chez Bourdieu, qui est de savoir si on peut s'accorder avec lui sur le fait que la mise au jour de processus de production de ce qui est peut permettre d'agir sur ce qui n'est pas, il reste à trouver dans ce qu'on met au jour des ressources pour faire que ce qui est soit autre. Et ça, chez Bourdieu, c'est plus compliqué. Parce qu'on a alors ça dépend, là encore, des périodes de Bourdieu. Mais le Bourdieu, on va dire, d'après la reproduction, pour une large part, le Bourdieu de la distinction, voire le Bourdieu de la misère du monde, c'est un Bourdieu où sa théorie, alors extrêmement puissante, extrêmement stimulante, extrêmement heuristique, des champs, des habitus, etc., mais en quelque sorte tourne un peu sur elle-même. C'est-à-dire que il y a peu de place dans la théorie de Bourdieu et dans sa théorie des champs pour la spécificité des activités sociales et de leur aspect développemental, on va dire des choses comme ça. Et donc, en quelque sorte, l'outil majeur de la distinction, par exemple, de la théorie des champs, ce n'est pas un outil qui va étudier dans le détail ce que font les gens et en quoi ce qu'ils font contribue ou pas à accroître leur pouvoir d'agir ou de penser, mais c'est des schémas d'homologie structurale avec des analyses factorielles de correspondance très puissantes, parce que ça montre... Voilà. Mais en même temps, à l'intérieur de la théorie, il n'y a pas la contradiction qui permet de produire de l'historicité, de réfléchir sur l'historicité du social. Et l'historicité du social, chez Bourdieu, elle est dans cette fonction de la science ou du sociologue, voire, des fois, les jours où peut-être il avait la grosse tête de lui-même, Pierre Bourdieu et de son école, de mettre au jour les mécanismes sociaux et de dire aux politiques écoutez les experts que nous sommes. Ce n'était pas le cas dans les premiers travaux de Bourdieu, en particulier sur l'école. Dans Les Héritiers, jusqu'à la reproduction, il y a cette idée que, grosso modo, une des principales médiations de la construction des inégalités scolaires, c'est le caractère implicite du système éducatif, c'est-à-dire qu'on demande à des élèves de savoir faire des choses qu'on ne leur apprend pas à faire, voire même qu'on ne sait pas qu'il faut leur apprendre à faire, ça c'est une partie de nos travaux à venir. Voilà. Mais il y a la place pour un plaidoyer, pour une pédagogie rationnelle, explicite, etc. Ce qui disparaît après. Alors après, il ne travaille plus sur l'école, mais on a un schéma qui fonctionne un peu, on va dire, ce qui peut donner parfois aux travaux qui s'inspirent de Bourdieu, et
parfois pas forcément les meilleurs, ce que j'appelle de manière un peu méchante une sorte d'usage de la théorie à tous les coups l'on gagne, quoi. C'est-à-dire que voilà, on va regarder les mécanismes de la reproduction, alors on les regarde sur des champs où ils n'ont pas été regardés, mais on sait à l'avance, dans le cadre théorique bourdieusien, tout au moins ce qu'on en retient, ou la manière dont ça fait fonctionner à l'étroit, dans les prémices sont déjà les conclusions des recherches. Et c'est la critique que Bernstein fait à Bourdieu. Et moi, je trouve, enfin, tu sais que le sociologue Bernstein anglais est pour moi très important, lorsqu'il dit que la théorie de Bourdieu ne s'intéresse pas suffisamment aux champs, non pas comme simplement des espaces de relations homologues entre eux, des positions, des conduites, des œuvres, etc., mais aux champs comme matrice d'activité sociale qui permettent d'introduire du jeu dans l'habitus, et peut-être du jeu JE, du jeu dans l'habitus JEU, au sens, c'est pas immédiatement tout superposable, et l'homologie structurale, ça laisse échapper des spécificités, voilà. Et lui dit, les champs sont des arènes, des matrices d'activité, et comme elles sont différentes pour différents types d'individus, eh bien, ils peuvent jouer d'un champ vers l'autre pour produire de l'histoire singulière, de la même manière que les formations sociales peuvent jouer des contradictions sociales internes au champ. Les dominés ne sont pas que dominés. Dans la résistance à la domination, il y a quelque chose qui aspire à l'hégémonie, et les dominants ne sont pas toujours aussi efficaces et aussi dominants qu'ils voudraient l'être. Voilà, on le voit bien, on a été un exemple aujourd'hui. Voilà. Et c'est dans ces contradictions internes aux champs et des contradictions entre les champs que se produit, à mon sens, de l'historicité pour les formations sociales ou pour les institutions, que le système bourdieusien, quand il est réduit à sa plus simple expression, théorie des champs, théorie de l'habitus et système d'homologie structurale dans un espace social qui n'est conçu que comme espace relationnel, a du mal à penser, d'où le rôle, à mon sens, excessif donné au sociologue et à son pouvoir de dévoilement. Voilà, c'est comme ça qu'un peu... Alors pour autant, dire ça, c'est reconnaître aussi l'immense apport du travail de Bourdieu, sa fécondité heuristique, enfin, ça, quand on dit la distinction, enfin, c'est assez extraordinaire, quoi. Mais, et puis également le fait que d'un texte à l'autre, les choses bougent selon pourquoi il écrit tel texte. Est-ce que c'est une synthèse d'enquête? Est-ce que c'est une sorte de socio-analyse personnelle? Est-ce qu'il revient sur ses travaux sur l'Algérie ou autre? Voilà. Oui, mais ce qu'on voit bien, et ce qui est passionnant pour ça, mais pour d'autres aussi, c'est les liens, mais qui ne sont pas des liens de détermination simple entre une biographie personnelle et sociale et une manière de faire de la science. Et d'assumer une responsabilité sociale de cette manière de faire de la science. Et ça, c'est passionnant à regarder et à discuter, mais pas simplement pour les autres, mais à s'interroger soi-même pour soi-même. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait de cette manière-là? Voilà. C'est le jeu aussi de cet entretien, c'est de voir l'intrication de cette part de soi et puis la part de ce qu'on veut rendre visible pour les autres. Absolument. Et si on veut revenir un peu, je trouve ça passionnant, hein, ce que tu as dit là sur Bourdieu, qui permet de dresser un petit peu une vue générale. Maintenant, je veux un petit peu entrer dans le champ de l'éducation et des problématiques auxquelles on se trouve confronté. Moi, j'avais relevé dans certains écrits je vais te ramener à une problématique pas tout à fait épuisée, mais quand même un petit peu ancienne, celle du rapport au savoir, le rapport au monde, le rapport à l'apprendre. Et j'avais trouvé intéressant que des chercheurs qui, à un moment donné, ont travaillé ensemble dans la même unité de recherche, peuvent dialoguer à travers des écrits où forcément ils ne sont pas d'accord. Et donc là, par exemple, avec les écrits de Bernard Charlot, au sujet du rapport à l'apprendre et au monde vers lequel il a été amené à développer ses travaux ultérieurs, j'ai trouvé intéressant que tu soulèves une différence flagrante par rapport à une question qui nous ramène aussi donc par exemple, à la norme. Et tu disais que, selon toi, il ne faut pas ramener cette norme à un arbitraire culturel
et que et cette comment dire cette idée ou cette position forte de ta part a été critiquée par Bernard Charlot en disant que la norme ne doit pas relever d'un débat scientifique mais plutôt éthique. Et là on se trouve aussi entre qu'est-ce qui relève de l'éthique, qu'est-ce qui relèverait de cette implication du chercheur qui introduirait un petit peu des choses qui relèvent de la biographie, du sujet, de l'affect, tout ce qu'on peut mettre dedans, et puis cette neutralité qui incombe quand même au chercheur dans son travail et ce qu'il rencontre. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus Je reviendrai sur le terme neutralité, que c'est pas trop mon... Enfin, je ne le reprendrai pas à mon compte, mais je vais revenir là-dessus. Alors d'abord, sur les débats, moi je crois très important dans l'activité de recherche, le débat et la controverse. Ça, et je trouve qu'en France, on est peu habitué à ce type de choses. Les anglo-saxons sont beaucoup plus habitués, on voit beaucoup dans les revues anglo-saxonnes un article, et puis après un collègue qui va discuter l'article, reply to, et puis après reply to the reply. Voilà. Et en France, on n'a pas trop l'habitude, chacun publie les uns à côté des autres, donc parfois on a l'impression d'une indifférence réciproque. Voilà. Et moi je crois qu'il est important qu'on se discute les uns les autres, et qu'on se discute au sens de la disputatio médiévale. Il y a un éditeur qui s'appelle La Dispute, que j'aime bien, qui publie des choses tout à fait intéressantes. Je trouve que c'est un beau nom d'éditeur. Donc pour ça, les collectifs de recherche, ça ne fonctionne pas au consensus. Ça fonctionne évidemment sur un socle minimum de convergence sur les objets qu'on travaille, les manières dont on les travaille, mais il y a aussi des discussions, il y a aussi des débats, et on en a eu avec Bernard Charlot pendant longtemps, on continue à en avoir, maintenant il est au Brésil, on continue à en avoir au États-Unis, mais on en a aussi avec d'autres membres, enfin moi j'en ai aussi avec d'autres membres de mon labo, et c'est nécessaire. S'il n'y en a plus de débats et de controverses, les collectifs s'étiolent, ils deviennent improductifs, ou ils se répètent, voilà. Donc pour moi ça c'est très important. Donc et il faut qu'on se discute. Moi, je suis un peu connu dans les soutenances de thèse ou d'AGR. Moi, je discute. Voilà. Si on va... Le travail que peut mener un doctorant ou un candidat à l'HDR ou quelqu'un qui publie un article ou un ouvrage est tellement important qu'il mérite qu'on le discute. C'est rendre hommage à son travail. Des fois, on n'a rien à discuter parce que c'est pas bon. Ou parce que, grosso modo, si c'est pas bon, normalement ça ne va pas être soutenu, mais des fois on n'a pas grand-chose à discuter parce que ça illustre des choses qu'on sait déjà. Voilà. Mais en revanche, quand il y a des choses qui sont des travaux qui sont consistants, eh bien il faut les discuter. Pas pour les discuter, c'est pas les dénigrer. Voilà. Notre travail de recherche fonctionne à la critique, à la controverse, à la disputation. Voilà. Et la disputation, c'est pas le dénigrement. D'accord. Voilà. Mais... Alors après, ça revient... Enfin, vas-y, excuse-moi. Non, mais je suis d'accord, mais à un moment donné, tu dis qu'il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire que quand on a une controverse, quand on a cette disputation, j'aime bien le terme, c'est pas une dispute, c'est une discussion critique. À un moment donné, ça doit se clore par quelque chose. Qu'est-ce que tu vois comme issu de cette disputation? Alors, il y a des disputations qui peuvent se clore. Et puis, il y a des querelles scientifiques célèbres, Einstein, Niels Bohr, voilà, il y a une querelle, je ne rentrerai pas dans les détails, parce que je ne comprends pas tout, voilà, mais on sait qu'il y a une querelle qui ne peut pas être tranchée de leur vivant, voilà. Et il faut inventer des accélérateurs de particules pour pouvoir trancher la querelle, et cette querelle se clôt parce que, en fait, se clôt peut-être provisoirement, j'en sais rien, mais elle se clôt parce qu'avec les accélérateurs de particules, on peut montrer qu'en fait, si mes souvenirs sont bons, au risque de dire une bêtise, que c'est Niels Bohr qui avait raison contre Einstein sur ce point précis. Voilà. De la même manière, voilà, le théorème de Fermat, on avance sur des... Alors, après, il y a d'autres... Sur des problématiques il y a d'autres problématiques sur lesquelles il est plus difficile de clore les controverses. Voilà. Ouais. Parce que là, Bohr, Einstein et tout ça, ce sont c'est des expériences qui vont être décisives, des faits pour clore. Mais nous, on a des problématiques quand même. Il y a un fait sociologique, un fait psychologique, un fait didactique. Mais concrètement, pour les étudiants, pour ceux qui vont se destiner à la recherche ou aller
vers ce champ. Comment un processus intellectuel de cet ordre-là, comment à un moment donné, même un travail de thèse, tu as parlé de thèse d'HDR, à un moment donné, on doit quand même boucler une boucle, ne serait-ce que pour dire, voilà, à l'instant T, en arrivant à cet instant-là, il y a cet état des choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'on clôt la controverse. C'est-à-dire que les controverses, il y a des manières différentes de faire la recherche en éducation, de faire de la sociologie. D'abord, les controverses, ça se documente. C'est pas dans notre activité, on lit tous des essais, des choses ou des élaborations philosophiques, mais notre travail de recherche en sciences humaines et sociales, c'est de documenter, repose sur l'enquête, avec des méthodologies différentes. Donc les controverses et les positions qu'on adopte dans les controverses, elles sont documentées. Et il me semble qu'il y a certaines controverses, particulièrement en sciences humaines et sociales, qu'il est sans doute difficile de clore, mais qu'on peut entretenir. Entretenir comme on entretient le feu. Ouais. Voilà. Comme on entretient la conversation. Quand on entretient le feu, ça veut dire qu'on rajoute une bûche. Et si on entretient une controverse, ça veut dire qu'on rajoute une enquête ou d'autres enquêtes et qu'on documente. Et qu'on peut documenter les différentes positions de la controverse pour voir ce qui, à un moment donné, en éducation, par exemple, de l'état de notre système éducatif ou de l'état de notre système de formation d'adultes, etc., est le plus heuristique pour pas simplement produire des données factuelles, mais pour pouvoir leur donner sens, leur attribuer une signification au regard de travaux antérieurs. Voilà. Et donc, ça s'inscrit dans une histoire qui permet d'entretenir la controverse sans la reproduire au sens de la répéter. Voilà. Et pour moi, voilà. Et après, il n'y a pas de position de surplomb. Voilà. On n'a pas un accélérateur de particules dans les recherches en éducation qui vont nous dire, voilà, c'est fini, c'est comme ça, et voilà, la rota, c'est ça, les bonnes pratiques, c'est ça. Voilà. Donc, mais en revanche, ça ne veut pas dire qu'on est condamné à répéter. Et il y a dans l'entretien de cette controverse, eh bien, des pans de la controverse qui vont être dépassés, d'autres qui vont être ravivés, je crois, de la même manière que dans l'histoire des sciences, il y a ce que Bachelard appelait des savoirs périmés et des savoirs consacrés. Les savoirs consacrés, ça ne veut pas dire qu'ils sont définitifs. Ça veut dire qu'ils rentrent dans de nouveaux systèmes de savoir. Et je crois que c'est comme ça que ça se joue. Alors après, tu avais une autre partie de ta question dans le débat qu'on a pu avoir avec Bernard Charlot, mais qu'on peut avoir avec d'autres aussi, sur la question de est-ce que les questions de normes ou de normativité se réduisent à de l'arbitraire social ou culturel. Et je parle bien aussi de normes et de normativité, les deux à la fois. Alors Bernard, c'est plus compliqué. D'ailleurs, il n'est pas. C'est grosso modo le débat classique, relativisme. Est-ce qu'on peut échapper aux deux positions, on pourrait dire, aux deux risques symétriques du relativisme ou du légitimisme? Moi, je crois beaucoup. Alors d'abord, cette question-là, elle ne se pose pas dans un certain nombre de domaines. En montagne, en région de montagne, on construit des maisons avec des toits pentus. Quand on se hasarde à construire un supermarché avec un toit plat, eh ben, quand il neige beaucoup, on a des déboires. Donc il y a bien une normativité du monde physique qui fait que, voilà, si il y a beaucoup de neige qui pèse sur un toit plat, le toit s'effondre. Et que avoir des toits pentus, ça permet à la neige de glisser et de préserver les constructions. Alors, je dis ça, c'est un exemple facile, mais quand même, ça veut dire que les savoirs sont évidemment tout savoir, historiquement et socialement construits, dans des contextes, etc. Mais d'être historiquement et socialement construits ne signifie pas qu'ils sont tout entiers réductibles à leurs contextes sociaux de production, voire d'usage. Et même les œuvres artistiques. Tiens, moi, je cite souvent une phrase de Marx contre les vulgates pseudo-marxistes qui voudraient que Marx ait tout ramené au contexte, etc. Marx disait, le mystère, c'est pas de comprendre pourquoi c'est les Grecs qui ont construit le Parthénon dans les conditions d'existence qui étaient les leurs. Le mystère, c'est de pouvoir comprendre pourquoi le Parthénon peut continuer à nous émouvoir encore aujourd'hui, des siècles après. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une épuration
une sorte de dialectique des objets et des contextes qui fait que les savoirs, les œuvres, peuvent s'émanciper de leurs contextes sociaux de production pour pouvoir vivre et animer d'autres contextes sociaux, d'autres configurations conceptuelles, scientifiques, artistiques. Et on voit bien comment, dans l'histoire des arts, par exemple, eh bien, on a, c'est pas par hasard si les artistes contemporains passent du temps à fréquenter les musées, à faire des reprises, à s'inspirer. Voilà. Donc, il me semble que le risque est du relativisme radical, c'est de penser alors que chacun voit midi à sa porte, pour parler de manière populaire, et il n'y a plus de commun possible. Donc, mais de la même manière, la normativité, c'est-à-dire le fait de pouvoir assumer des normes préexistantes pour produire ses propres normes, c'est ça la définition de la normativité chez Canguilhem, qui est l'auteur qui m'inspire beaucoup. Voilà. Il dit ça, la normativité, c'est pour un sujet, mais on peut dire la même chose pour une formation sociale, il le dit un peu d'ailleurs, c'est de pouvoir assumer et exercer des normes antécédentes qui précèdent le sujet pour produire ses propres normes, pour développer ses pouvoirs d'agir et de penser. Si on regarde dans les configurations des choses qui sont universelles, voilà, le langage, la faculté de langage se décline dans des langues particulières, mais qui sont des langues normées, c'est-à-dire qui ont une syntaxe, qui ont un vocabulaire, et il n'appartient pas au locuteur d'inventer la syntaxe de la langue dans laquelle il apprend à parler. Et tous les parents du monde, lorsque leur gosse dit « il apprend du », le reprennent en disant « il a pris ». Là où il y a de la variation sociale, c'est qu'il y en a qui vont dire « on dit il a pris, point », puis il y en a qui vont dire « on dit il a pris, mais si tu as dit il a rendu, c'est parce que tu as pensé que prendre c'était comme rendre, et qu'on dit bien il a rendu, mais on ne dit pas ». Voilà. Et il y a un arbitraire, mais pas un arbitraire social, là. Il y a un arbitraire social sur les pratiques langagières, on pourra y revenir aussi, mais il y a un arbitraire qui tient à ce qu'est proprement une langue, à ce que c'est que le langage, dans tout langage, dans toute langue, donc c'est un universel du langage, il y a des positions de première et de deuxième personne. En français, c'est des pronoms personnels, un je et un tu. Voilà. Et ça, c'est des choses que les enfants apprennent à manier assez tardivement, parce qu'on sait tous qu'ils apprennent à parler d'eux d'abord à la troisième personne. Voilà. Mais c'est parce qu'on sait manier le je et le tu, ou la première et la deuxième personne, qu'on peut se parler. Voilà. Ce système, ce petit jeu normatif, qui a l'air de rien, mais qui est fondamental, est la condition de possibilité de l'échange. Et donc, du développement langagier et de la possibilité, en assumant ces normes qui ne dépendent pas de soi, mais qui sont celles du langage et celles de la langue particulière qu'on parle, de pouvoir produire des énoncés nouveaux. Alors, parfois banals, dans un contexte, et puis parfois pas banal du tout, dans des contextes nouveaux, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des contextes intellectuels, scientifiques, artistiques, etc. Ils peuvent être des contextes de travail, des choses comme ça. Donc, moi, ce que je crois quand même profondément, c'est qu'il y a une normativité propre des activités sociales qui est liée à leur composante technique, qui est souvent la composante technique quelque chose sur lequel s'aveuglent ou veulent s'aveugler certains travaux, et que cette normativité extérieure au sujet, et qui les précède, hein, c'est le monde culturel qui précède les arrivants, pour parler comme Hannah Arendt, fait que l'appropriation de ces outils, Vallon dit, c'est des instruments intellectuels et des formules différenciées d'action qu'il n'appartient pas à chacun d'inventer à son propre compte. J'adore cette formule. Voilà. Instruments intellectuels et formules différenciées d'action qu'il n'appartient pas à chacun d'inventer à son propre compte. Eh bien, c'est de s'approprier ces instruments intellectuels et ces formules différenciées d'action que l'on peut les mettre au service d'autres contextes, dans une perspective de développement. Alors, ça n'empêche pas qu'il pèse un relatif arbitraire sur d'autres composantes des activités sociales. Un arbitraire social. Oui. Et que par exemple... Vas-y. Oui, excuse-moi, mais justement, cet arbitraire, quelle est la place que tu... Enfin,
s'il prend une place prépondérante, parce que là je rebondis sur ce que tu dis, la composante technique me parle beaucoup. Quand Barnous parle de technicité, voilà, qui peut être associée à cette normativité et non pas la norme, puisque le vivant ou le sujet, partie prenante dans cette reconstruction, et la technicité que moi je vois aussi comme le pendant de la culture, mais on peut voir cet arbitraire, quel contour tu lui donnes? Parce que s'il dépasse un certain nombre de... s'il dépasse une certaine superficie, est-ce que ça vide l'activité ou ça vide la situation d'un sens qui peut être porteur pour le sujet quand même? Ça peut. Ça peut. Après, il faut regarder, c'est l'enquête qui permet de le dire, dans quelle situation, dans quel contexte, pour quel sujet ça obère totalement, ou ça n'obère pas totalement, ou ça pèse pas. Mais ce qui est clair, c'est que il y a toutes les pratiques sociales dans leur technicité, pour reprendre le terme, je reprendrai facilement de Combarnou aussi, sont inscrits dans des rapports sociaux, qui sont des rapports sociaux de domination, de classe, de genre et autres. Ces rapports sociaux sont des rapports qui sont aussi de valorisation ou de dévalorisation, de qualification, de déqualification, de légitimation, d'illégitimation, qui font que, par exemple, dans certains contextes, il est mieux vu de dire qu'on a mangé toutes les pommes de terre que de dire qu'on a bouffé toutes les patates. Pour autant, du point de vue de la structure syntaxique profonde, c'est exactement pareil. Il a bouffé toutes les patates, il a mangé toutes les pommes de terre, c'est pareil. Par contre, on n'aura pas d'enfant, de locuteur français langue dite naturelle, qui dira « il tout a les bouffé patates ». Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous produit un énoncé comme ça, soit il n'est pas de locuteur français de langue maternelle, soit il va éventuellement pas bien dans sa tête. Voilà. Donc ça oblige à distinguer ce qui relève de structure profonde de la langue, par exemple, ce que Frédéric François appelait la norme, et puis ce qui relève éventuellement de surnormes, c'est-à-dire de processus sociaux d'imposition ou d'incitation à avoir tel ou tel usage plutôt que tel autre. Donc on en a... mais par exemple, la politesse, c'est quelque chose, et les normes de politesse peuvent être variables selon les milieux sociaux, selon les contextes. Et on peut avoir de la surnorme lorsque, par exemple, à l'école, on voudrait que les productions orales des élèves se calquent sur la syntaxe des productions écrites. Qu'un élève dans la classe à l'oral dise maîtresse, j'ai pas fait mes devoirs, on n'est pas obligé de le reprendre en disant maîtresse, je n'ai pas fait mes devoirs. Et heureusement, on est revenu un peu là-dessus. Donc il y a bien une part d'arbitraire, de domination sociale qui font que il est plus légitime que dans certains milieux, dire qu'on aime l'opérette et Luis Mariano ou il s'appelait Guettari, je ne sais plus son prénom, et pas forcément très bien vu, et qu'il est plus légitime de dire qu'on écoute la clavecin bien tempéré de Bach. Alors, ce qui ne veut pas dire que toutes les œuvres se valent, par ailleurs, mais voilà, il y a une sorte de négociation sociale, des goûts, des pratiques, des choses comme ça. Mais cette négociation sociale, elle n'est pas nécessairement liée à la technicité des pratiques et au caractère plus ou moins normatif, c'est-à-dire le pouvoir d'agir et de penser ou de ressentir qu'il confère à ceux qui se les approprient. Il y a une relative autonomie de ça. Et c'est dans ce jeu-là qu'il faut travailler à distinguer. Et moi, je trouve, par exemple, très précieux la réflexion de Viviane Isambert-Giamatti, qui est une des rares sociologues de l'éducation qui, dès les années 60-70, a pris au sérieux l'objet éducation et l'objet école, l'objet savoir, dans une critique, une double critique. Elle avait une critique du relativisme radical, et par exemple, elle n'a pas écrit forcément de texte très explicitement critique des théories de la distinction de Bourdieu, etc. Mais on sent bien derrière qu'elle dit, voilà, et y compris en citant dans un texte, elle cite un article de son époux François Isambert, un article sur l'impossibilité de tenir une position relativiste absolue.
Voilà. Mais en même temps, elle est très critique à l'égard du légitimisme. Hein. Il y a un article dans l'année sociologique où elle critique le bouquin de Jean-Claude Milner de l'école, le pamphlet de 83, en disant, voilà, Milner s'aveugle sur l'aspect, lorsque Milner dit s'intéresser aux techniques pédagogiques, c'est tuer les savoirs, il dit, voilà, c'est ça, c'est s'aveugler sur la dimension technique des savoirs, la dimension technique de la culture. Ouais. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est une posture ahistorique, et c'est le mépris du secondaire pour le primaire. Elle ne décrit pas mépris de classe, mais on peut le lire entre les lignes. Et Viviane Isambert-Giamatti, c'est une sociologue du travail, avant d'être une sociologue d'éducation. Et quand on s'intéresse au travail, y compris en travaillant sur le travail industriel, il y a une objectivité des opérations de travail qui fait que, voilà, elle a travaillé sur l'industrie horlogère, au bout d'un moment, la montre, elle marche ou elle ne marche pas. Moi, j'ai un peu travaillé, avant de faire ma sociologie d'éducation, j'ai travaillé sur l'industrie automobile. Voilà, j'ai fait une recherche sur l'industrie automobile. Et je me souviens, mais vraiment, de cette réflexion dans un entretien avec une personne dont le travail, il intervenait au bout de la chaîne quand la voiture était finie. Et son travail, c'était de démarrer la voiture et d'aller la garer sur le parking. Ça faisait 7 ans qu'il faisait ça. Et dans l'entretien, il me dit, quand même, tourne la clé et ça démarre. Et il dit ça continue à m'émouvoir. Voilà. Et voilà, quand on sait ce que c'est qu'une industrie automobile, quand on visite, on n'imagine pas avant d'avoir visité les milliers d'opérations qu'il y a pour aboutir à la voiture commandée par monsieur ou madame truc à tel endroit qui a telle ou telle option, et puis on tourne la clé, à l'époque il y avait des clés, maintenant il y en a peut-être moins, et ça démarre, et ça marche. Voilà. Il y a bien là une objectivité des opérations, une normativité de la technique, qui n'annule pas, évidemment, toute la maltraitance des opérateurs au travail, des ouvriers ou des cadres, etc., mais qui fait que, voilà, pour les ouvriers eux-mêmes, comme pour toute personne qui mène une activité, voilà, l'efficience, l'effectivité, l'efficacité de son activité, c'est quelque chose qui déborde la situation, y compris de maltraitance dans laquelle il est traité. Et donc, il me semble qu'il faut arriver à faire vivre cette dialectique entre l'aspect normatif, au sens de la normativité, et les contextes potentiellement normalisants ou de domination, etc., justement pour pouvoir introduire du jeu, de l'historicité, dans les institutions, dans les formations sociales, dans les trajectoires individuelles. Et c'est là où la théorie, le squelette de la théorie de Bourdieu, habitus, champ, qui méconnaît, qui ne s'intéresse pas à la question de la technique, à la technicité des champs, et aux champs comme matrice d'activité, est à mon sens insuffisante. Mais il n'y a pas que celle-ci. Moi, je dis par exemple, si on regarde la sociologie de l'école que fait Dubé, qui a également des intérêts majeurs et un apport tout à fait intéressant. Je ne suis pas en train de dénigrer, je suis en train de discuter. Mais Dubé ne s'intéresse pas aux questions d'enseignement-apprentissage. Dubé fait avec Danilo Martuccelli un bouquin qui s'appelle « De l'école », où il y a 3 chapitres sur l'école primaire, et jamais il n'est abordé la question de l'apprentissage du lire, écrire, compter. Alors, quand on s'y intéresse, voilà, le lire, écrire, compter, et l'efficacité de ces dialectiques enseignement-apprentissage permet d'introduire de l'historicité dans la reproduction. Tu as dit quelque chose là sur Bourdieu, il n'avait pas cette dimension de technicité, mais j'avais lu, il me semble, dans le sens pratique. Et quand il parle du métier, dans la problématique du sens pratique, il y a quand même un questionnement sur le métier en tant que pratique, toutes les contingences, il y a ce contexte sans qu'il mette le terme de technicité. Est-ce que tu ne trouves pas que dans cet ouvrage, il a ouvert quand même un questionnement sur ce pan-là Absolument. C'est pour ça que Bourdieu, on n'est pas quitte de Bourdieu avec une discussion en une demi-heure ou en 1 heure, c'est clair.
et Bourdieu est sensible à cette idée de sens pratique, y compris dans la discussion, la critique féroce qu'il peut faire des postures scolastiques. Voilà. Et de la science aussi. Voilà. Hein. Et de la science, et des scientifiques. Ce qui est compliqué chez Bourdieu, c'est que sens pratique et on va dire, posture académique sont comme des univers qui cheminent parallèlement. Or, moi, je m'inspire beaucoup pour ça, parmi mes auteurs préférés. Il y a, comme tu sais, Vygotsky, qui, lui, travaille, y compris en discutant Piaget, ou tout au moins les travaux de Piaget qu'il connaissait, sur la dialectique entre ce qu'il appelle le savoir quotidien et le savoir scientifique. Mais il y a la même chose chez Bernstein sur le savoir profane, savoir scientifique, discours horizontal, discours vertical. Et Vygotsky dit, voilà, chacun de ces types de savoir, ou régimes de savoir, ordinaires, scientifiques, c'est les savoirs quotidiens, c'est les savoirs on va dire, de l'expérience ordinaire. Hein. Bernstein dit le discours horizontal qui soutient ce type de savoir, c'est un discours qui rend maximal les rencontres avec les personnes et les habitats. Donc on voit bien que c'est un discours contextualisé. Ouais. C'est ce que Vallon appellerait l'intelligence de l'action. Voilà. Eh bien, et Vygotsky distingue les savoirs scientifiques, ce que Vallon pourrait appeler l'intelligibilité de l'action, ce que Bernstein appelle le discours vertical, qui dialogue non plus avec des contextes, avec des habitats qui sont ceux où ces savoirs sont efficaces, mais avec d'autres savoirs, d'autres contextes, justement, pour pouvoir s'émanciper et construire d'autres contextes. Et c'est cette dialectique-là qui me semble, chez Bourdieu, pas très entretenue entre sens pratique et activité scientifique. Or, voilà, j'évoquais Vallon. Voilà. Vallon dit, voilà, la pensée part de l'action pour revenir à l'action. Mais c'est évidemment l'action, la deuxième action, c'est évidemment pas la même que la première. Sinon, c'est pas la peine que la pensée parte de l'action. Voilà. Donc c'est cette dialectique-là, on pourrait dire, entre action et pensée, ou entre intelligence de l'action en acte. Gérard Vergniaud parlerait de concept en acte, etc. Et intelligibilité de l'action, c'est-à-dire l'explicitation des concepts en acte, y compris pour ceux qui les mettent en œuvre, d'ailleurs. Parce que dans nos métiers, on fait des choses qu'on ne sait pas forcément très bien comment on les fait. Y compris dans la formation qu'on peut essayer de donner à nos étudiants. Moi, je dis souvent, par exemple, dans la formation à l'entretien, il faut lire, bien sûr, des méthodes, des guides et des méthodes d'entretien, mais ce n'est pas les plus utiles. Et moi, la manière dont j'essayais de former des étudiants à faire des entretiens, ce n'est pas simplement de leur demander de lire des guides d'entretien, mais d'en faire, voire d'en faire avec eux, ou de les inviter à assister à des entretiens que moi je recueillais, et puis de les analyser. C'est pas un apprentissage par oui dire, c'est un apprentissage par faire. Et là, on rejoindrait le Bourdieu de la critique de la scolastique de Bourdieu dans les héritiers, dans la reproduction. Et donc, c'est cette dialectique-là qui, me semble-t-il, et Vygotsky disait, voilà, les savoirs quotidiens et les savoirs scientifiques sont efficaces chacun dans leur registre propre. Et ils ne fonctionnent pas les uns comme rapport d'éviction avec les autres, ce qui donnerait lieu aux variantes de la domination culturelle, où donc les savoirs quotidiens seraient des sous-savoirs, et donc seuls ne vaudraient que les savoirs scientifiques, intellectuels, les concepts formalisés, les œuvres artistiques, etc. Et l'expérience ordinaire serait porteuse de choses de moindre qualité. Mais à l'inverse, si on valorise que l'expérience ordinaire au détriment de la conceptualité, ce qui est une tentation, et dans les milieux populaires, et par exemple en INSPE, alors on voit bien que les enseignants débutants, les enseignants stagiaires, parfois disent « Oui, votre théorie, c'est bien beau, mais là, c'est la classe qui compte. » Voilà. Donc, d'une certaine façon, on peut alimenter le débat populisme ou revendication de l'expérience versus concept et légitimisme, si on n'entretient pas cette dialectique. Et Vygotsky disait, voilà, chacun des registres de savoir, concept scientifique ou concept quotidien, doit fonctionner comme zone de développement pour l'autre.
C'est-à-dire, ils ne sont pas dans des rapports de juxtaposition ou d'éviction, mais dans des rapports d'interrogation, de développement réciproque. Et c'est par exemple ce que Gérard Vergniaud faisait en didactique professionnelle, c'est-à-dire d'essayer de regarder, ou ce que font un certain nombre d'ergonomes. Moi, j'ai travaillé avec des ergonomes, où je me souviens d'une séance de travail sur l'industrie automobile, où on travaillait sur comment un soudeur à la chaîne fait pour savoir que sa soudure est de bonne qualité ou pas, et pour appeler les techniciens pour changer les électrodes de la pince à soudure. C'était les savoirs en acte qu'avec l'ergonome, on a travaillé à formaliser. Et le soudeur nous disait, par exemple, c'est la taille de la gerbe d'étincelle qui jaillit de la pince. Quand on n'est pas soudeur et qu'on visite l'atelier, toutes les gerbes d'étincelles sont pareilles. On ne voit pas de distinction. Bah oui, la voix. Et ça nous amène pas à la problématique, mais à la notion de savoir elle-même. C'est-à-dire que nous, on a tendance, quand même, quand on parle de savoir, on privilégie certaines formes de savoir, qui sont des savoirs conceptuels, qui ont été complètement expurgés de toute subjectivité. Et je pense que la formation professionnelle, quand les sujets sont confrontés à l'action elle-même, où ils développent des gestes performants sans que ça passe par par un discours derrière ou par une verbalisation. Pour les étudiants, par exemple, eux-mêmes, ils vont aller facilement et spontanément vers des savoirs livresques, savoirs savants, savoirs académiques, et parce que justement ces savoirs quotidiens sont très difficiles quand même on ne maîtrise pas d'outils dans la formation ou dans notre formation universitaire, où on ne dote pas les sujets d'outils qui leur permettent quand même de faire le tri dans ces savoirs quotidiens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont entremêlées. Comment tu vois là je vais... Par exemple, est-ce que c'est dans ce cadre-là où tu parlais de la secondarisation? Pas seulement, mais le défi, l'enjeu, et ça ne veut pas dire qu'on y arrive tout le temps, et puis c'est un défi qu'il faut entretenir, comme la conversation, la controverse qu'on évoquait tout à l'heure, c'est d'entretenir cette dialectique entre savoir d'expérience, entre expérience et connaissance, j'ai envie de dire. Je reprends le titre d'un bouquin de Yves Schwartz, qui était sa thèse avec Gilles Gaston-Granger, mais très inspiré de Canguilhem. C'est-à-dire qu'il y a des savoirs d'expérience qui relèvent d'un efficace ou d'une efficace qui ne se connaît pas. De la même manière que les pratiques langagières, les enfants apprennent à parler sans forcément avoir besoin d'objectiver les contraintes du langage ou de la langue dans laquelle ils parlent, etc. Les pratiques langagières s'oublient dans leur efficace. C'est une formule de Laïr. Il y a beaucoup de savoirs de l'expérience ordinaire qui s'oublient dans leur efficace et qui se transmettent au mieux, mais c'est peut-être de moins en moins possible vu la technicité, la sophistication de plus en plus grande de certains savoirs professionnels qui se transmettent par monstration, partage d'activités. Voilà, c'est la fonction traditionnelle des savoirs. Voilà, ce que le discours sûr ne permet pas de savoir. Là, on peut faire tous les discours théoriques possibles sur qu'est-ce que c'est qu'une bicyclette. Tant qu'on n'est pas monté sur une bicyclette et qu'on n'est pas tombé plusieurs fois, on ne saura pas faire de la bicyclette. Et les savoirs théoriques ne sont pas utiles pour savoir faire de la bicyclette. Savoir que il y a un rapport de démultiplication entre le nombre de dents du pédalier et le nombre de temps des pignons, et que c'est comme ça qu'on avance plus vite. On n'a pas besoin de faire des discours. Par contre, si on est coureur professionnel, là, on a besoin. Parce qu'il y a une technicité. Parce qu'il y a une technicité qui a besoin de se dire. Oui. De se dire parce qu'il faut choisir quel est le meilleur coefficient qu'on prend dans des contextes. Et ça ne se laisse pas au hasard quand on est coureur professionnel. Quand on est cycliste amateur, on fait pas au hasard, on fait par habitude. Voilà. Mais voilà. Donc il y a des circonstances qui exigent
que les savoirs d'expérience soient formalisés. Et inversement, il y a des circonstances où les connaissances conceptuelles formalisées exigent d'être mises à l'épreuve de situations qui sont toujours plus complexes que ce que les savoirs formalisés peuvent en dire. Et par exemple, une situation de classe, elle n'est jamais réductible. Moi, je dis toujours, j'ai fait beaucoup d'observations de classe, et je dis toujours aux enseignants dont je vais voir les classes que ce à quoi je m'intéresse, c'est à la fois moins que ce qui les préoccupe quand ils font la classe, parce que si je m'intéresse à l'apprentissage des mathématiques, je regarde que ça dans la classe. Et tout ce qui relève des relations entre élèves, les amours enfantines ou adolescentes, tout ça, la discipline, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Le maître, l'enseignant, il n'a pas le choix, il faut qu'il gère tout. Et donc, il arbitre en acte. En revanche, c'est plus que l'objet de l'enseignant, parce que je regarde que ça. Éventuellement, j'enregistre, je filme, je le regarde pas simplement dans la classe de tel enseignant, mais dans la classe d'un autre, pas forcément dans la 6e A de l'enseignant, mais aussi dans la 6e B du même enseignant qui n'est pas les mêmes élèves, et je passe des heures à regarder mes enregistrements, ce que l'enseignant n'a pas le loisir de faire. Loisir, en grec, skolé, étymologie d'école. C'est-à-dire que la fonction de l'étude est nécessaire justement pour objectiver les savoirs d'expérience, mais en même temps, comme elle extrait des savoirs d'expérience de la complexité de l'expérience, il faut qu'elle fasse retour sur l'expérience pour pouvoir la nourrir. Et la nourrir, c'est pas la prescrire, c'est l'éclairer. Et c'est éventuellement élucider des dimensions qui s'y jouent. Et c'est cette dialectique-là qui est une des difficultés à entretenir en formation d'enseignants, initiale ou continue. Mais je trouve qu'on a quand même fait quelques progrès avec toute une série de choses de type analyse de pratique ou observation de classe. Enfin, il y a quand même la formation des enseignants a quand même évolué avec des hauts et des bas selon les réformes, le temps qui est disposé. Mais c'est cette dialectique-là qui est à entretenir. Et de ce point de vue-là, voilà, savoir d'expérience et connaissance, voilà, s'interroge et se développe réciproquement. De la même manière que dans d'autres registres discursifs, par exemple, Ricoeur disait métaphore et concept. Voilà. La métaphore dit parfois plus que le concept. Voilà. Parfois, quand on lit des ouvrages de littérature, on a des formulations qui sont tellement fortes que ça dit plus qu'un discours théorique. Mais ça dit plus au sens de l'effet de sens que ça produit, mais en même temps, ça dit moins parce que ça n'en développe pas toutes les relations avec des contextes et des choses comme ça. Donc, Ricoeur dit la métaphore appelle le concept, mais le concept peut aussi se cristalliser dans de la métaphore et avec des effets de sens, de sidération dans une œuvre artistique qui sont extraordinaires. Moi, j'ai des exemples dans la littérature. Une phrase de Peter Handke que je cite souvent dans une pièce qui s'appelle Par les villages, qui fait dire à un de ses personnages « Malheur à vous si vous décidez qui nous sommes ». Cette formulation qui est contre tous les déterminismes sociaux ou autres, ou les modes de catégorisation qu'on utilise. Malheur à vous malheur à toi si tu oses décider qui nous sommes. Ça, je trouve, c'est des formules qui attirent la vigilance sur pas simplement la manière dont on fait de la recherche, mais la manière dont on se comporte à l'égard d'autrui, qui fige une historicité dans une catégorie, une identité, une appartenance. Ce qui n'empêche pas que les appartenances, les origines, tout ça, sont à l'œuvre dans ce que sont les individus. Mais ce que sont les individus ne se réduit pas à cela. Tout à fait. C'est ce que, je pense, Jean-Pierre Astolfi appelait la saveur des savoirs. Aussi, c'est-à-dire oui. que dans notre vie, on a des moments de... Tu as parlé de sidération, des rencontres fulgurantes avec des savoirs, avec des œuvres, que ce soit des poèmes, que ce soit de la littérature, que ce soit même en sciences.
Et le problème, c'est que dans le feu de l'action, dans une salle de classe, comment dire, ce sont des choses qui arrivent, mais a posteriori. Ça n'arrive pas dans le feu de l'action. Dans un cours, je pense, d'après ma scolarité, et c'est mauvais de se donner comme exemple, mais qu'est-ce qui fait qu'en classe, on ne puisse pas faire provoquer ces rencontres-là, cette sidération, cette fulgurance de la rencontre d'un sujet et d'un objet Moi, je te trouve pessimiste. Moi, je trouve que c'est... Peut-être je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui pourraient témoigner de moments de... ce qu'on peut appeler des moments de grâce ou des... Moi, je prétends pas avoir été un bon enseignant, mais j'ai quelques souvenirs de moments où j'avais le sentiment qu'avec au moins certains des étudiants qui étaient en face de moi, peut-être pas tous, il y avait des choses qui étaient en train de se passer. C'est-à-dire que ce qui se passait entre eux et moi leur donnait des choses à penser. Voilà. Alors, est-ce que dans le quotidien de leur action professionnelle, autrement... je ne sais pas. Ce que je crois quand même, d'abord, ce qu'il faut penser, c'est que les savoirs d'expérience ne sont pas que d'expérience, c'est toujours de l'après-coup. Voilà, c'est-à-dire que chez tout professionnel, ou dans toute situation, on a tous été amenés à sortir d'une situation en se disant où on ne s'est pas senti très à son avantage, en se disant oh là là, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. C'est-à-dire, il y a toujours et tous les enseignants se sont surpris ou pas à sortir d'un moment de classe en se disant ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé et pour telle ou telle raison, etc. Donc ce que je crois important, c'est d'abord de saisir les moments et peut-être de travailler, et ça dans l'analyse de pratique, parfois on a tendance à se focaliser sur ce qui ne marche pas. Des fois, si on se focalisait sur ce qui marche, ça ne pourrait pas être pas mal. À quel moment on sent que, pour prendre une métaphore un peu culinaire, que la mayonnaise prend. Voilà, que chez les élèves, les étudiants, on voit qu'il se produit un cheminement. Peut-être pas le cheminement qu'on attendait, peut-être pas jusqu'au terme où on l'attendait, mais voilà, il se produit quelque chose, quoi. Et essayons de décortiquer ça, voilà. Et puis de regarder aussi, ce que je crois, c'est que si le travail théorique, qui est un travail, hein, c'est pas la théorie contre la pratique, c'est le travail théorique contre l'expérience ordinaire, hein, parce qu'il y a une dimension technique dans la théorie, c'est ça. C'est pas théorie pratique, ça. Donc c'est la pratique théorique et le travail théorique. S'il peut éclairer, élucider des moments. Ça peut, à mon sens, je crois, permettre à des enseignants de se construire non pas de se dire qu'il y a des bonnes pratiques à appliquer, qu'on pourrait leur prescrire d'en haut, ce qui est la tendance actuelle aujourd'hui, et pas simplement en France, mais voilà, ou des conseils qui sont des peines pour les chauves, hein, du type il faut être exigeant et bienveillant. Si on n'argumente pas, si on n'est pas à même de se dire qu'est-ce que c'est que l'exigence et la bienveillance dans un cours de maths ou dans un cours de français, c'est pas forcément très utile aux enseignants de leur dire il faut être exigeant et bienveillant. Par contre, essayer de cultiver leur vigilance sur un certain nombre de points et sur le fait que repérer des élèves en difficulté, c'est relativement facile pour un enseignant, mais analyser la nature des difficultés des élèves, c'est déjà plus compliqué, mais c'est pas impossible. Que aller au-delà et se donner les moyens d'aller au-delà du constat de l'exécution de la tâche et de l'écart à la norme attendue pour s'intéresser aux procédures mises en œuvre par les élèves pour exécuter leurs tâches, c'est-à-dire à l'activité qu'il y a derrière la tâche. Cette vigilance-là, avoir une vigilance plus sociologique, c'est ce que j'appelle un peu une vigilance pédagogique ou didactique, une vigilance un peu plus sociale sur quels sont les modes d'interaction entre élèves dans la classe, en particulier dans les travaux de groupe. Voilà. Regardez, voilà, si on fait travailler les élèves en groupe, être attentif au mode de division sociale du travail entre élèves qui fait que
Les élèves peuvent être amenés à se spécialiser à ce que les élèves les plus performants prennent en charge les tâches les plus exigeantes et les plus productives, là où les autres ne le feront pas. Ou à ce que les filles prennent en charge les tâches de rédaction et pas les garçons. Voilà. Donc cette vigilance-là, à mon sens, peut permettre non pas de prescrire, mais de s'orienter dans la pensée et dans l'action. Dans le langage du libéralisme, là, il y a des injonctions. Il faut former des gens, et on mettrait ça, par exemple, pour les enseignants, autonomes, responsables, des gens qui s'engagent dans les actions qu'ils mènent. Et quand j'ai débuté cet entretien, j'avais utilisé le mot neutralité, et tu m'avais dit que c'est un terme qui retient un peu ton attention. Derrière ces injonctions autonomie, là, toi, tu as dit une vigilance, que je trouve le terme plus parlant, c'est-à-dire que la personne doit à tout moment être, sur ses gardes, sur certains aspects qui, dans le feu de l'action, peuvent passer inaperçus, que moi, je trouve plus parlant qu'autonomie. Qu'est-ce que tu penses par rapport à toutes ces injonctions dans la formation des enseignants, dans même la formation ou les apprentissages des élèves, l'autonomie, la responsabilité, l'engagement? Quelles conditions, ou pas conditions, mais quelles préalables ou quelles possibilités tu vois pour qu'un sujet puisse être autonome, exercer sa responsabilité en toute liberté et pouvoir s'engager? Ce sont quand même des mots forts pour le domaine qui nous concerne, l'éducation, la formation, trouver sa place dans la société en tant que citoyen. C'est nous qui... je sais que toi aussi, tu as travaillé sur le sens. Moi, tu as dit que j'étais pessimiste parce que j'ai travaillé sur la motivation. Je cherche à éclairer la question du sens dans les processus d'apprentissage. C'est des mots très forts, engageants pour les gens qui s'intéressent à la formation et à doter des individus. Donc, qu'est-ce que tu mettrais derrière? Et si tu peux faire une critique de ce jargon libéraliste actuel qui un petit peu quand même remplit la scène sans qu'on puisse avoir un moment de critique là-dessus. La critique, elle est relativement facile, mais elle est double d'ailleurs. La première, c'est que ce discours dit, grosso modo, il faut que les gens soient autonomes, mais c'est aussi un discours enseignant. Il faut que les élèves soient autonomes, mais on n'est pas autonome. Pour être autonome, il faut être hétéronome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... pour apprendre à parler, il faut bien que les enfants soient contraints, d'abord pris dans des circuits langagiers, j'y reviendrai, dans des échanges langagiers, asymétriques. Mais asymétrique, ça ne veut pas dire inégalitaire, c'est-à-dire qu'ils commencent à échanger du point de vue langagier avec des locuteurs plus compétents qu'eux. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils deviennent. Et qui présuppose en revanche que les enfants sont compétents. C'est ça, dans l'apprentissage du langage, c'est un truc fabuleux dans la nature, enfin dans la construction humaine. C'est qu'on parle à des nouveau-nés en présupposant qu'ils sont sujets parlants et comprenants, alors qu'ils ne le sont pas. Mais c'est la seule condition pour qu'ils le deviennent. Voilà. C'est-à-dire, c'est le pari, mais un pari en acte et qui se révèle efficace. Donc, il y a des conditions sociales de construction de l'autonomie. C'est-à-dire, il y a des outils de l'autonomie. Il y a des techniques de l'autonomie, qu'elles soient intellectuelles, physiques, biologiques. Voilà. Les enfants, on leur apprend à maîtriser leur sphincter. On leur apprend à aller sur le pot. Voilà, ils ne sont pas autonomes pour aller aux toilettes ou demander à aller aux toilettes tout de suite, d'emblée. Voilà, ça se construit. Voilà. Et ça, c'est une première critique qu'on peut faire de l'idée qu'il faudrait que les gens soient autonomes, responsables ou engagés, indépendamment de la construction de cela. Et puis la deuxième critique qu'on peut faire, c'est qu'on considère que ça, c'est des caractéristiques individuelles, voire naturelles, des individus, alors que ça requiert des cadres sociaux, comme les cadres sociaux de la mémoire de Schellenbach, etc. Ça requiert des conditions sociales. Et que demander à des enseignants d'être responsables et engagés lorsque on les infantilise,
du point de vue institutionnel, c'est quand même pas le top, la meilleure manière d'obtenir leur responsabilité sociale, leur engagement. Voilà. On voit bien que voilà, si on leur dit, si on leur distribue des modules prescriptifs et éventuellement que on caporalise leur activité professionnelle, on ne peut pas leur demander d'être responsables en étant caporalisés. C'est pas une contradiction majeure. On ne peut pas leur demander d'être engagés alors qu'on ne reconnaît pas leur expérience professionnelle. Par exemple, on peut prendre l'exemple de la quasi-disparition du dispositif plus de maîtres que de classe, ou la succession des innovations ou des expérimentations dont on n'a jamais tiré les enseignements d'abord avec leurs protagonistes, et puis on voit bien que les enseignants on arrive à dire les modes passent, les ministres passent, et puis nous on est au front, quoi. Donc il y a bien cet aspect qui est quand même très très compliqué pour obtenir que des gens soient responsables et engagés, il faut qu'on soit responsable et engagé à leur égard. Et ça, c'est pas une question simplement personnelle, c'est une question institutionnelle, politique, au sens pas au sens partisan du terme. Voilà. Et on voit bien qu'on en est assez loin quand même. En revanche, voilà, ce que je trouve intéressant, et ça, pour être responsable et engagé, ça s'instrumente. Mais au sens de l'instrumentation, pas de l'instrumentalisation. Ça s'outille. Voilà. Et par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'éducation prioritaire, c'est assez caractéristique que l'éducation prioritaire se lance en disant aux enseignants, et éventuellement à leurs supposés partenaires, comme si ça allait de soi d'être partenaire de l'école, faites des projets, c'est vous qui êtes le plus au contact de vos élèves, donc vous êtes le plus à même de savoir ce qu'il convient de faire. Ce qui est une sorte de confiance peut-être exagérée, faite à l'époque. Et puis aujourd'hui, on est tenté de prescrire. Mais entre le que sans fleurs s'épanouissent et vous êtes tous formidables à la Jean Noin et la prescription de pratique, il y a le débat de normes au sens de la controverse sur les modes de faire, les genres professionnels, etc., la technicité, débat de normes qui demande d'être instrumenté. Et ce débat, quels sont les acteurs que tu y vois dedans ? D'abord, c'est pas que des experts. C'est pas que des experts, c'est du haut en bas ou du bas en haut, si on regarde les métaphores du bas et du haut, qui sont déjà suspectes, de l'institution. C'est-à-dire qu'on voit bien, moi je trouve très important qu'en 2014, dans l'éducation prioritaire, a été produit pour la première fois. L'éducation prioritaire existait depuis 33 ans. Pour la première fois, le ministère, la DGESCO, a produit un référentiel de l'éducation prioritaire qui était des orientations de travail. Pas des prescriptions, des orientations de travail basées sur des productions de recherche, sur les assises de l'éducation prioritaire, c'est-à-dire sur un travail avec les personnes les plus engagées, les plus au front des difficultés, et que les collectifs étaient invités à décliner, à mettre à leurs mains. Voilà. C'est ça l'instrumentation. C'est de pouvoir offrir des outils de travail, de pensée, éventuellement d'action, qui ne sont pas des prescriptions, mais qui ne sont pas non plus le laisser-faire, et vous êtes les mieux à même, et voilà, vous êtes libre, et vous allez chacun inventer l'eau chaude dans votre coin, parce qu'il n'y a pas de raison de penser que les enseignants, tout seuls, à Stein ou ailleurs, vont inventer des choses. Là-dessus, il y a un échange nécessaire à avoir entre l'expérience ordinaire et pas au sens péjoratif du terme, l'expérience quotidienne des enseignants, les savoirs de la recherche, qui sont pluriels, et aucune discipline de recherche ne peut prescrire, les orientations politiques au sens noble du terme, voilà, et les politiques ne fonctionnent pas qu'à la recherche, mais par contre, quand ils ignorent la recherche, c'est assez catastrophique. Moi, il m'est arrivé de dire à des politiques que s'ils prenaient, en matière d'éducation, que si on gérait le ministère des Transports et les transports en commun en faisant aussi peu de cas
des résultats de recherche qu'en éducation, il y aurait des catastrophes tous les jours. Et donc, c'est ce tripode, on pourrait dire, entre expérience professionnelle, recherche et politico-administratif, qu'il faut entretenir. Voilà, c'est ces controverses professionnelles qu'il faut entretenir. Et ça peut se faire. Ça s'est fait dans certains stages d'éducation prioritaire, par exemple. Alors après, ça se fait avec plus ou moins de bonheur, selon que le stage il est ponctuel ou qu'il est filé, ou qu'il y a plusieurs sessions, il y a des choses comme ça, mais il y a des choses tout à fait intéressantes qui se font. Et dans l'éducation prioritaire, la refondation de 2014, il n'y a pas eu simplement le référentiel, il y a eu une formation. Alors je suis un peu jugé parti parce que j'y ai contribué, mais on a formé en 4 ans 400 formateurs éducation prioritaire, 4 vagues de 100 formateurs éducation prioritaire qui ont aujourd'hui complètement disparu de la circulation, qui ont été phagocytés pour mettre en place le plan lecture sur un registre prescriptif qui n'était pas du tout celui sur lequel on avait essayé de travailler. Et c'est pas impossible. Moi, j'ai pas une vision de l'administration, du ministère comme monolithique, même encore aujourd'hui, et en pensant que tout est du top-down, etc. Mais moi, j'ai travaillé avec des gens au ministère, je pense. J'avais, en lisant le bouquin de Jean-Paul Delahaye, qui était DGESCO, ou Marc Bablé, qui était responsable de l'éducation prioritaire, avec qui a monté ce dispositif. Moi, j'ai vu Marc Bablé agir dans les stages de formation de formateurs d'éducation prioritaire. C'est remarquable. Et sans rien abdiquer de sa position de fonctionnaire d'autorité, chef du bureau de l'éducation prioritaire au ministère, mais en développant cet espace de travail commun. Et alors, après, malheureusement, les évolutions des politiques éducatives n'ont pas permis que ça se développe jusqu'au bout. Mais... Je trouve cette idée d'espace commun, espace qui permet aux différents acteurs qui interviennent comment dire, d'informer une controverse. J'apprécie bien ce discours. Ça nous amène vers une des problématiques sur laquelle tu as travaillé. Je vais faire référence à un ancien livre, Le sens de l'expérience scolaire, mais parce que l'enjeu est encore là, c'est-à-dire qu'on essaye quand même à trouver du sens dans ce qu'on fait ou à permettre à quelqu'un qui apprend à pouvoir le faire. Par rapport à cette problématique, j'avais relevé que dans ta conclusion, c'est pas une critique de ma part, mais c'est juste un questionnement. Il m'est paru que tu avais fait référence à la didactique dans ta conclusion qui était restreinte à un aspect épistémologique des activités. C'est vrai que quand on voit un petit peu la didactique, quand elle s'est mise en place, le projet scientifique, c'était du côté de la didactique cognitive. Mais, et ce qualificatif, d'ailleurs, c'est dès qu'on veut donner une certaine lettre de noblesse au travail, on parle... Mais moi, ça me questionne par rapport à des apports que, par exemple, la saveur des savoirs, ça a été problématisé, apporté. L'histoire de toute une œuvre de Jean-Pierre Astolfi, et même Jean-Louis Martineau, un des pionniers, il insistait sur les primats, c'est-à-dire tout ce qui est en amont pour pouvoir travailler dans une situation didactique. J'ai peut-être mal compris. Pas forcément. Moi, je ne connais pas le travail de Martineau sur les primats, donc je ne veux pas l'évoquer. Tu n'as pas forcément mal compris. J'ai pas lu la conclusion du bouquin qui date. Peut-être il y a des choses qu'on relit, qu'on a écrit, qu'on ne réécrirait pas de la même manière, heureusement, d'une certaine façon. Je ne crois pas, par contre, que ce soit ce qu'on a fait dans le bouquin que j'ai dirigé avec Jacques Crinon sur 2014. La conclusion de 2011, je crois, sur la construction des... Oui. La construction des inégalités, je ne sais même plus comment il s'appelle. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est... Alors, pour la petite histoire, sur peut-être la conclusion du bouquin de 95 qui est tiré de ma tête, voilà, c'est
dans ma thèse, j'avais prévu de faire une 4e partie qui était un peu sur les questions de pédagogie didactique. Et mon directeur de thèse, c'est ce lac d'autorité que j'ai jamais vu faire. Il m'a dit ça, tu as une vie après la thèse, donc tu finis, tu fais pas ta 4e partie, et tu finis, et tu vas soutenir. Et il avait raison, voilà, parce que peut-être j'y serai encore. De la même manière, moi j'ai tendance à avoir du mal à remettre mes textes, parce que je pense qu'ils sont jamais finis. Voilà. Même manière, École et Savoir dans les banlieues ailleurs, c'est Bernard Charlot qui a précipité la parution, parce que moi je pensais qu'on n'était pas prêt, qu'il fallait pas le publier tout de suite. Et puis en fait, il avait évidemment raison, parce qu'on a réécrit après, et puis je pense qu'il est arrivé à une période où il a eu son sens. Alors, sur les questions de didactique, etc., ce que je crois, c'est pas une critique de ma part, mais c'est intéressant aussi. Mais ça peut l'être, moi ça ne me gêne pas les critiques. C'est comme s'il y a un partage de travail. C'est-à-dire qu'on fait référence à la didactique quand on veut insister sur la valeur épistémique des apprentissages, des savoirs, et puis quand on veut parler des autres aspects, alors là on se dirigerait vers d'autres références qui relèveraient de la psychologie ou de la sociologie. Et c'est ce partage des rôles qui me questionne, c'est-à-dire est-ce qu'une discipline, par exemple, qui éclairerait une activité, comment on peut multiplier les regards en essayant de les tenir d'une façon équilibrée? Enfin, il me semble qu'il y a 2 composantes possibles dans la réponse à la question. La première, c'est que si on prend au sérieux l'idée de la didactique, qui est une discipline qui s'intéresse à élucider ce qu'on pourrait dire le trajet du ou des savoirs dans les activités d'enseignement et d'apprentissage. Là, on peut avoir une conception, on va dire, un peu froide des savoirs ou de la cognition, c'est Lautré qui parlait de cognition froide, qui voudrait que il n'y aurait que des dimensions effectivement épistémiques dans le mouvement des savoirs, etc. Ce qui met de côté ce qui entrait en partie, pour une part, dans ce que je crois Jean-Paul Astolfi parlait en Saveur des savoirs, c'est-à-dire que dans le travail du savoir, ou des savoirs, il y a aussi une dimension esthétique, émotionnelle. Voilà. On dit, voilà, les matheux, ils se disent, voilà, c'est une belle démonstration, ou c'est un beau raisonnement, ou c'est une belle argumentation. Là, on voit bien comment il y a un aspect esthétique et un aspect jubilation. Moi, je prends souvent l'exemple des enfants. Les enfants, quand ils apprennent à compter, dans un premier temps, ils apprennent une comptine. Ils apprennent le nom, la liste du nom des entiers numériques dans l'ordre. Et puis il y a un moment donné où ils comprennent, enfin, où ils perçoivent, ils ne comprennent pas encore, que le système des entiers numériques, ce n'est pas une liste d'étiquettes, c'est une grammaire. C'est-à-dire c'est un système d'engendrement. Et c'est le moment où ils vont vous dire, et après 20, qu'est-ce qu'il y a 21. Et après 21. C'est-à-dire, ils ont compris la grammaire, ils ne la maîtrisent pas. Ils ont compris qu'il y a une grammaire, ils ne la maîtrisent pas encore, et ils veulent la maîtriser. Et c'est le moment où ils cassent les pieds à leurs parents, et c'est jamais les enfants qui se fatiguent en premier. Donc sur l'idée de rythme scolaire, de fatigue, toutes ces niaiseries que souvent on met derrière ces termes-là, voilà, les enfants, quand ils sont en découverte, voilà, et cette découverte-là, c'est un aspect de jubilation. Les mômes, ils jubilent de percevoir qu'il y a une grammaire et que cette grammaire, c'est rien moins, quand on continue, que d'arriver à l'infini. Ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que entrer dans une grammaire, c'est percevoir qu'il y a des systèmes de savoir, de connaissances, de techniques, qui sont à même de vous emmener là où vous ne saviez pas ni vouloir, ni pouvoir aller. Et ça, c'est une expérience de jubilation que tout individu peut éprouver et que les enfants éprouvent à ce moment-là. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui fait que l'école peut tuer cette jubilation-là ? Donc, il y a bien un aspect dans les savoirs qui n'est pas simplement la cognition froide, il y a un aspect esthétique, il y a un aspect émotionnel, et se découvrir des pouvoirs d'action sur le réel, y compris idéal, immatériel,
c'est une expérience jubilatoire. C'est une expérience de santé. Quand Guilhem disait « je me porte bien si je peux faire advenir entre les choses des rapports qui n'existeraient pas sans moi ». Ça, c'est un truc... Quand Guilhem a toujours des formules, lui, il a le sens de... il a travaillé sur le normal et le... Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là et pour moi, une didactique, c'est pas enfin, la composante didactique n'a pas forcément à s'aveugler sur ces questions-là. Et d'ailleurs, elle les rencontre. Enfin, ni sur le fait que, par exemple, la mise en forme langagière, symbolique, sémiotique, la mise en forme fait partie aussi des savoirs. Voilà. Alors après, il y a une autre question qui est liée à celle-ci, sans doute, qui est... il y a deux autres questions. Il y a le rapport, si le sens de l'expérience scolaire est important, c'est que comment c'est dans la dialectique entre sens personnel et signification sociale. C'est-à-dire comment les significations sociales de l'activité mathématique, par exemple, ou de l'activité de philosophie, voilà, la philosophie, les mathématiques sont des disciplines particulières, avec un corpus, une technicité, un corpus d'œuvres, un corpus de connaissances, voilà, qui relève de ce que Leontief appellerait des significations sociales, qui sont donc ces instruments intellectuels, ces formules différenciées d'action qui n'appartiennent pas à chacun d'inventer son propre usage, donc qui ont un procès de production, de développement, qui d'une certaine manière n'obéit pas à la démocratie. Voilà, c'est comme donc ça obéit au mouvement des sciences et des œuvres artistiques, etc. Si on prenait une formule d'Althusser, c'est un procès sans sujet d'une certaine manière. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les contextes de production ne sont pas des sujets. Après, il y a comment des sujets singuliers peuvent investir des sens personnels, peuvent investir ces significations sociales de sens personnel, c'est-à-dire que ça prend une place dans leur biographie individuelle, sociale, dans leur économie subjective, qui fait que, à un moment donné de son histoire, quand on a eu le choix, certains ont choisi de faire des mathématiques, d'autres ont choisi de faire de la physique, les autres ont choisi de faire de la sociologie, choisi entre guillemets, parce que c'est des choix qui sont pas forcément ni lucides, ni totalement libres. Voilà. Mais voilà. Et puis d'autres, c'est toujours plus ou moins contraint. Alors, il y a des choix contraints subjectivement et des choix contraints socialement. Voilà. Et donc, comment cette activité sociale que l'on mène, que l'on privilégie, comme on ne peut pas tout faire, et que l'encyclopédisme radical total est totalement impossible aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est spécialisé les uns dans telle ou telle chose, voire même à l'intérieur d'un domaine dans tel ou tel. Et ça dépend de raisons biographiques, on va dire, pour faire vite, qui font qu'il se joue une dialectique entre sens personnel et signification sociale, et que, y compris cet investissement de sens personnel dans des significations sociales qui ne dépendent pas de nous, peut permettre de faire retour sur nos biographies personnelles pour les reconsidérer, pour élaborer des mobiles nouveaux. Voilà. Voilà. Donc il y a cette question-là. Et puis après, il y a comment, pour essayer d'élucider tout ça, sans doute la confrontation de points de vue disciplinaires est nécessaire. De regarder ce qu'un didacticien, si on observe une situation de classe, et c'est ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on continue à essayer de faire dans le réseau Reseda, qui a plus de 20 ans d'existence aujourd'hui. Quand on l'a créé avec Elisabeth Bautier, on n'imaginait pas que 20 ans après, ça continuerait, avec en partie les mêmes et en partie des gens différents. Voilà. Et on a essayé, sur la base de rencontres qu'on avait faites avec des collègues dans le champ des didactiques, des disciplines, dans le champ de la sociologie, dans le champ de la psychologie des apprentissages, où on avait l'impression qu'on travaillait sur des choses convergentes, voisines, voire éventuellement les mêmes. On s'est dit, si on travaille ensemble pour voir si ça tient la route, d'une part, si ces convergences sont réelles ou pas, et puis qu'est-ce que ça peut apporter que d'analyse. Par exemple, de regarder une même vidéo de classe entre quelqu'un qui est plutôt de culture sociologique, mais qui prend au sérieux ce que c'est que la classe, du point de vue de la fonction
anthropologique de l'école, qui est de transmettre des savoirs qui requièrent l'étude, et puis des didacticiens qui, eux, sont attachés au mouvement des savoirs en français, en mathématiques, etc. Et de fait, je crois que, c'est au moins ce qu'on éprouve en travaillant ensemble, et puis ce qu'on a pu essayer de donner à voir dans des publications, l'ouvrage collectif, des dossiers de revue, des articles, que ça produit des effets. Voilà. Et bien, de regarder, d'éclairer ce qui se passe de manière plurielle, sans que quiconque prétende avoir le dernier mot. C'est pour ça qu'il n'y a pas de point de vue de surplomb. Ce n'est pas le sociologue qui a une position de surplomb, ni le didacticien, ni le psychologue des apprentissages ou de l'expérience scolaire. C'est, on produit des éclairages différents, et ces éclairages différents, dans la manière dont on les fait dialoguer pour éclairer des choses, sont mobilisés de manière parfois différente. Voilà. Si on travaille sur PISA, sur des données quantitatives, on a fait une analyse secondaire de certaines données de PISA 2000, voilà, en retraitant une partie des cahiers de PISA et puis en faisant des entretiens, on a été peu sensible, y compris parce qu'on travaille sur des questionnaires remplis par des élèves pour une enquête internationale, les dimensions subjectives sont peu présentes. Voilà. Ouais, donc il y a à chaque fois des changements. Donc cette confrontation, à mon sens, nécessaire entre ce qui relève du domaine des didactiques, ce qui relève du domaine de la sociologie, ce qui relève du domaine, on va dire, la psychologie du développement et des apprentissages, c'est un chantier collectif. Et ça ne veut pas dire qu'on doit le faire de la même façon dans chaque opération de recherche. Mais c'est un horizon qu'on essaie de développer dans notre labo d'une part, mais aussi dans le réseau. Et c'est un peu pour ça qu'on est, je crois, un peu reconnu, un peu connu. Et moi, je le trouve fructueux, et y compris dans le dialogue avec les professionnels. Voilà, quand je disais tout à l'heure que moi j'ai essayé de produire un texte sur justement sur le souci de sortir de l'implicite des modes de fonctionnement du système éducatif et des pratiques pédagogiques, que certains appellent enseignement explicite, mais moi j'ai pas utilisé la formule, mais de dire il faut traquer l'implicite, et pour ça il y a une double vigilance didactique, épistémologique et pédagogique sociale. Voilà. Ça rencontre, quand je discute, quand je fais des interventions, des stages de formation continue, des stages syndicaux ou autres, ça rencontre un certain écho chez les professionnels, y compris contre les prescriptions qui voudraient que l'enseignement explicite ce soit sur un modèle très prescriptif et sur le fond comportementaliste. C'est peut-être une illusion, mais je ne crois pas, quoi. On arrive à la fin de cet entretien, et je vois que toi tu me diras non, parce que tu dis qu'il ne faut jamais fermer les choses, mais on arrive à boucler la boucle, c'est-à-dire qu'au début, quand on a commencé à parler, tu avais énoncé la nécessité de lieux de rencontre, d'un collectif, pour que différentes parties prenantes, différents acteurs puissent se rencontrer, discuter, la disputation. Et là, on arrive, en discutant de la didactique, de ce partage des rôles, où tu montres encore une fois l'importance de la rencontre entre différentes disciplines pour qu'il y ait un regard pluriel. Et je me disais, mais on sait faire ça quand même. Et depuis un moment donné, il y a eu ce langage, ce partage entre les différentes disciplines. Mais tu me diras encore que je suis pessimiste, mais je trouve que on ne va pas très vite quand même. C'est-à-dire qu'il y a des crispations disciplinaires, chacun campe sur ses positions, chacun reste dans son domaine, alors que les problématiques aujourd'hui sont globales, ça dépasse le point de vue d'une seule discipline. Et on a encore du mal à travailler ensemble, on a encore du mal à conjuguer, même pour une personne qui est ouverte sur différentes visions du monde. Et donc moi je finirai par là, en te demandant ton avis. Que faut-il faire ? Quels sont les outils, les instruments qui permettent à quelqu'un qui va se lancer sur la recherche d'un objet, qu'il puisse ne pas se restreindre dès le départ dans un seul regard? Qu'est-ce qui permettrait de permettre aux gens de se rencontrer?
et qui viennent de milieux différents, parce que c'est ça en fait, hein, c'est conjuguer les regards, permettre la rencontre et la disputation qui permettrait de faire avancer les choses. Ben, moi, je crois beaucoup au collectif. Voilà. Il faut que ça soit institutionnalisé, moi, comme dans le réseau. Je pense que, alors évidemment, ça peut se faire comme ça de manière relativement informelle. Moi, je pense que ça s'organise. Voilà. Les controverses professionnelles ou scientifiques ou autres, ça s'organise. Il y a des milieux pour ça. Il faut construire des milieux, alors ce qu'on peut appeler des espaces intermédiaires, des espaces d'intéressement, si on reprend la formule de Latour. Voilà. Mais ça se construit. Nous, on a essayé de le faire avec Reseda, on y parvient plus ou moins bien. Ça dure depuis plus de 20 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on invite, par exemple, on a invité des collègues, on entendait parler par exemple d'une thèse en didactique, dont on disait tiens c'est intéressant pour vous, on invite la collègue à présenter et 10 ans après la collègue est toujours là, hein, je pense à des cas précis. Voilà. Donc ça montre que voilà, finalement cet espace d'intéressement il intéresse. Voilà, et que des collègues didacticiens, par exemple, on a deux collègues qui travaillent beaucoup sur la maternelle, qui sont Marceline Appara, qui est une didacticienne du français, et Claire Margolinas, qui est une didacticienne des maths, et qui travaillent ensemble depuis plus de 10 ans sur des mêmes vidéos. Hein. Ça fait 10 ans qu'elles travaillent sur les mêmes vidéos, et qui disent on continue à s'apporter l'une l'autre. Et Claire dit, en travaillant avec Marceline, ça me fait voir des choses que mon seul point de vue didacticienne des maths ne me ferait pas voir, et Marceline dit l'inverse. Donc pour ça, moi j'ai tendance à y croire. Donc des espaces collectifs. Alors si ça... je ne sais pas si on va vite ou si on ne va pas vite. Ce que je crois, c'est que si on ne va pas assez vite, sans doute on ne va pas assez vite. Ça, c'est clair. Mais, devant l'urgence des questions qui restent posées. Oui, c'est oui, ça, mais aussi. En même temps, si on ne va pas assez vite, il y a sans doute ce que tu dis, des crispations disciplinaires et des hiérarchies disciplinaires. Voilà, il n'y a pas que des crispations. Et puis des revendications identitaires. Des revendications identitaires, des modes de division sociale du travail académique. Voilà, donc ça, je veux dire, il faut essayer de les amoindrir autant qu'on peut. Mais si on ne va pas vite, c'est aussi parce que c'est difficile. C'est difficile. Voilà. C'est pas, faut la patience du travail et la patience du concept. Et c'est pour ça que c'est compliqué en même temps de... Je veux dire, l'exigence qu'on a à l'égard des milieux de recherche, d'essayer de promouvoir ces espaces collectifs, il faut être prudent si on veut l'avoir à l'égard, par exemple, de nos doctorants. Parce que les doctorants, tu ne peux pas leur demander, moi je ne peux pas demander à un doctorant d'avoir la même exigence de mise en dialogue des disciplines que peut avoir un collègue qui est professeur d'université et qui travaille en recherche depuis 20 ans, 30 ans, qui est donc nécessairement une culture théorique, méthodologique, conceptuelle plus large. Voilà. Donc il faut que pour un doctorant, son objet de recherche, il soit circonscrit. Sinon, s'il veut tout mettre... voilà. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut distinguer ce qui relève d'ambition collective, de chantier, de milieu de travail, et ce qui relève d'opérations de recherche dans lesquelles on ne peut pas tout mettre. Voilà. Sinon, il n'y a plus d'objets circonscrits. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire dialoguer dans un travail de recherche, mais il faut être prudent. Et ça, c'est le boulot, c'est nos boulots de directeurs de recherche que de faire que nos doctorants se fixent des objectifs faisables. Alors, je reviens sur neutralité. Voilà, parce que je n'ai pas dit ce que... Voilà. Oui. Moi, je ne prétends pas à la neutralité. Parce que je crois que... les gens qui me connaissent sachent que je suis plutôt un chercheur engagé. Voilà, c'est que engagé et que je répugne pas, non seulement à la controverse scientifique, mais à la controverse sociale, politique. Il m'est arrivé de dire des choses sur des réformes, sur la réforme de l'orientation, la réforme de l'éducation prioritaire. Voilà. Et ce que je crois important, alors je ne demande pas aux collègues de faire pareil que moi, chacun fait comme il veut en fonction, là pour le coup, du sens personnel qu'on investit dans l'activité sociale que l'on mène, faire de la recherche en éducation, et le développement de significations sociales qui doivent pouvoir être discutées et mises à l'épreuve,
et donc supporter la mise à l'épreuve, être suffisamment robuste, indépendamment, pour des gens qui ne partageraient pas les engagements sociaux qui font que, pour ma part, je fais tel type de recherche, de telle manière, que j'essaie de collaborer autant que je peux avec d'autres milieux professionnels que les milieux de la recherche, qui soient professionnels enseignants, responsables administratifs, organisations syndicales. Voilà. Donc voilà, je ne demande pas aux gens de faire ça. Et je ne demande même pas de dire son travail, il est lié à son engagement. Non. Si mon travail mérite d'être discuté, c'est pour lui-même. Voilà. C'est pas pour... Je prends souvent, par exemple, moi j'ai fait une recherche il y a des années. C'était une réponse à un appel au ministère de la Recherche sur les transformations du métier d'enseignant du secondaire. On avait travaillé sur le prof de français en 6e, de maths en seconde et de philo en terminale. Et c'était, dans la réponse à l'appel d'offres du ministère de la Recherche, on était associé avec le SNES. Et à l'époque, j'étais à l'INRP, pendant très longtemps, certains de mes collègues me disaient « Ah, ta recherche pour le SNES ». Et je passais mon temps à dire « Je ne fais pas de recherche pour le SNES, je fais une recherche partenariat avec le SNES, y compris en associant au travail de recherche des militants syndicaux, parce que l'expérience syndicale, c'est aussi une expérience qui est porteuse de savoir, ou l'expérience politique. Mais je ne fais pas une recherche pour le SNES, je fais une recherche pour le ministère de la Recherche et de la Technologie à l'époque. Et donc, qui est discutée, qui sera discutée, publiée, et discutée, adressée à mes collègues. Certes, aussi au SNES qui est partenaire, mais en termes scientifiques, à des collègues. Donc je crois que c'est très important. Donc moi, je ne suis pas neutre. Simplement, je pense que les significations sociales que nous produisons doivent être discutées, elles doivent des choses à nos engagements sociaux, au sens personnel que ça prend dans nos biographies personnelles, sociales, éventuellement militantes ou engagées à nos engagements, mais ils doivent discuter pour elles-mêmes, indépendamment des engagements, et reconnus ou pas par des gens qui ne partagent pas forcément nos engagements. Et par exemple, quand je dis que Dubé ne s'intéresse pas aux questions de savoir, je ne le lui reproche pas. Je dis, voilà, la sociologie de l'école que fait Dubé, de l'expérience scolaire que fait Dubé, n'est pas la même que l'étude de l'expérience scolaire que je fais, parce que moi, je m'intéresse aux apprentissages. Donc, chacun fait un travail différent, lié sans doute, je ne connais pas suffisamment François Dubé pour en parler, à un rapport à l'école différent, un rapport aux enseignants différent. Moi, je sais à peu près... ce qu'il en est dans ma biographie personnelle. Voilà. Et chacun éclaire un registre et il peut discuter l'autre. Voilà. François Dubé peut sans doute penser que nous, on accorde trop d'importance à la question des apprentissages, etc. Et moi, je pense qu'il n'en accorde pas assez. Mais voilà, mais ça fait partie de la discussion. Voilà. Et ça m'empêche pas de penser que Dubé est un très bon sociologue. Voilà. C'est pas la question. Oui. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est vraiment le nœud du problème, c'est voilà, la neutralité. Est-ce qu'on peut être neutre? Et je pense que personne n'est neutre, mais quand on est confronté à des objets comme les nôtres et quand on travaille, et là on revient à la première formulation de Bourdieu, quand on est face à des enjeux pareils, on est quand même titillé par la question de l'égalité et on y met quelque chose de personnel. Oui. Donc c'est difficile de rester neutre. Le problème, c'est de composer avec... C'est assez clair que tous les gens qui travaillent sur la question des inégalités, qu'elles soient scolaires, sociales, genrées ou autres, scolaires et genrées sont aussi sociales d'ailleurs, mais c'est assez rare que les gens qui travaillent là-dessus soient indifférents aux inégalités, voire pensent qu'il faudrait qu'il y en ait plus. Voilà. Donc voilà. Mais en revanche, voilà, ce que je crois important, c'est que, indépendamment de nos engagements, voilà, ce qu'on produit, et c'est ce que je disais sur normativité tout à l'heure, ce qu'on produit n'est pas soluble dans nos engagements. Ce qu'on produit en termes de résultats de recherche n'est pas soluble dans les raisons biographiques, personnelles, subjectives pour lesquelles on fait de la recherche, et on fait de la recherche de telle ou telle manière. Sinon, ça veut dire qu'on est dans le relativisme absolu et que chacun est renvoyé à sa porte. Chacun voire midi à sa porte, et il n'y a pas d'échange, il n'y a même plus de dialogue possible. Et donc on est chacun dans une monade isolée, et on ne voit pas comment on pourrait échanger. Ça peut y avoir que des collisions, donc c'est le chaos absolu. Bachelard, je trouve qu'il a une belle formule pour ça. Il parle de la pensée diurne et pensée nocturne. Oui, c'est pour séparer les deux registres. Bien sûr. Donc, mon cher Jean-Yves Rochec, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'entretenir avec toi. J'espère que ceux qui vont prendre connaissance puissent trouver un petit peu des éléments de réflexion et
Donc je te remercie encore une fois de tout le temps que tu nous as consacré et à une prochaine rencontre. Merci à vous.